Vladimir Poutine prêt à aider Xi Jinping afin d'envahir Taïwan, c'est notre grand angle. Rapport inédit, un rapport qui met en lumière un partenariat entre Moscou et Pékin. Vladimir Poutine serait prêt à partager son expérience de guerre et même plus avec Xi Jinping. En ligne de mire, l'invasion de Taïwan en 2027. On en débat avec le colonel Alexandre Vautravers. Vous êtes en direct de Londres. Bonsoir. Vous êtes expert des questions d'armement et de sécurité, rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Sur ce plateau, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'Asie, et Julian Colling, notre ancien correspondant à Moscou. Bonsoir Julian. Bonsoir Estelle. Avant de nous concentrer sur ce rapport, intéressons-nous à cette menace russe en Europe. Vladimir Poutine s'est montré menaçant, c'était hier, on l'écoute. Nous suivons de près la militarisation croissante de l'Europe. S'agit-il seulement de paroles ? Ou est-il temps pour nous de prendre des contre-mesures? Nous écoutons attentivement et observons ce qui se passe. Les contre-mesures russes ne tarderont pas à arriver. La réponse à ces menaces sera très significative. Alexandre Vautravers, Vladimir Poutine de plus en plus menaçant. Est-ce qu'on va vers un affrontement direct ou est-ce qu'on est dans la ligne habituelle du président russe, Alors, on est dans quelque chose qui est tout à fait connu. Je veux dire, c'est presque étonnant qu'on ne nous menace pas d'être atomisés. Et puis, accessoirement, c'est quand même assez paradoxal de regarder le réarmement européen qui a été le plus tardif, le plus poussif, on pourrait dire, à travers le monde, alors qu'en réalité, le réarmement, la réorganisation, la réforme des armées russes et de son industrie d'armement date de 2007. Et à l'époque, Vladimir Poutine avait chargé son nouveau ministre de la Défense, Serdyukov, d'être prêt à la guerre dans 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain paradoxe à ce discours. Un paradoxe. Donc Julian Colling, est-ce que vous êtes d'accord, vous? Alors vous étiez notre correspondant en Russie, mais vous n'êtes plus le bienvenu, on vous l'a fait savoir. Effectivement, je viens tout récemment d'être banni de Russie, on peut dire, pour une période de 5 ans. J'habitais en Russie depuis 8 ans, donc c'était assez brutal. Et c'est assez, au-delà de mon cas personnel, c'est assez marquant et assez révélateur, puisqu'on sent une tension, qui monte également sur le front de la presse et des médias entre la Russie et la France, notamment nommément. Une tension verbale, une escalade verbale de plus en plus forte. On l'a vu entre Vladimir Poutine et le président Macron également. Et bien, pour la presse, c'est pareil. Pour nous, c'est de plus en plus difficile de travailler en Russie. Et on sait que la Russie essaie petit à petit d'écrémer et de réduire le plus possible la présence de correspondants, notamment bien sûr occidentaux en Russie. Et je suis, on va dire, la dernière victime de ça. Mais ça participe d'un mouvement plus large, en fait, et d'une escalade à tous les niveaux entre donc Occident, Europe surtout d'un côté et la Russie de l'autre. Et sur cette prise de parole de Vladimir Poutine, un discours très offensif, là aussi vous avez l'habitude de l'écouter. Rien de nouveau? Rien de nouveau. On sait que l'escalade verbale est constante. Et la Russie, c'est intéressant de noter que la Russie a toujours un peu le réflexe de dire c'est pas nous qui avons commencé, c'est toujours en réaction à ce que Poutine vient de dire également, la militarisation de l'Europe, par exemple, la militarisation également des mots côté européen, selon lui, qui entraîne une réaction russe, mais les Russes disent toujours, c'est pas nous qui commençons, on ne fait que réagir à l'hostilité croissante, selon eux, de l'Europe et de l'Occident à leur rencontre. Alors Emmanuel Véron, on va revenir donc sur ce fameux rapport dévoilé par un collectif de hackers, Black Moon, qui a été relayé par un institut britannique très sérieux, plus de 800 pages de documents, et ils affirment donc que la Chine pourrait attaquer Taïwan en 2027 et qu'elle demande de l'aide militaire, de l'entraînement aussi à Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous c'est tout à fait plausible ? Oui, en fait, l'action militaire, l'usage de la force sur Taïwan reste un sujet très plausible, très possible, en fait, pour parler clair. Pourquoi ? Parce que on a, et concomitamment à ce qui a été rappelé tout à l'heure sur la montée en puissance de l'outil militaire russe, on a exactement la même dynamique côté chinois depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et quand on accumule des armes, quand on accumule des systèmes d'armes, c'est bien quelque part un jour peut-être pour les utiliser. Même s'il y a dans une certaine culture stratégique chinoise la volonté de l'indirect, la volonté de quelque chose d'allusif qui ne serait pas une confrontation directe, mais concernant Taïwan, ce sont, d'un point de vue de Pékin, c'est de l'ordre de l'obsession, une volonté probable d'utiliser un jour ou l'autre peut-être l'outil militaire, l'usage de la force. Et pourquoi demander l'aide à la Russie? Parce que c'est vrai que la Chine investit beaucoup dans son armement. Absolument. Le sujet est en fait stratégique, c'est-à-dire que Poutine s'occupe de l'Europe, la guerre en Ukraine. Et il, en permanence, échange avec Xi Jinping en lui disant « Toi, tu t'occuperas de Taïwan, tu t'occuperas de l'Asie ». Ce qui permet de démultiplier des fronts militaro-stratégiques pour la réponse et faire front face à Washington, plus largement face à l'Occident. Et comme cela,
avec des fronts en Europe, des fronts en Asie, quand on a une démultiplication des fronts, on a une dilution de la concentration militaire, de l'effort militaire, une dilution des efforts diplomatiques pour soit éviter la guerre, soit essayer de la calmer, de la tester. Donc il y a fondamentalement une sorte de convergence stratégique sino-russe à démultiplier les fronts et avoir un usage de la force potentiel en Asie. Et là, le cas le plus critique, le plus sensible serait le détroit de Taïwan et le cas de Taïwan. D'où ce soutien tactico-militaire de la Russie à la Chine qui, à travers ces quelques pages, 800 pages quand même, d'ailleurs on va voir quelques images parce que c'est quand même très précis, hein. Alexandre Vautravers, il y a vraiment une aide de la Russie, un entraînement aussi, des troupes aéroportées, des modes d'emploi en chinois. Vous, ça ne vous surprend pas? On parle même de transfert de technologie, donc ça veut dire faire confiance aussi aux Chinois. Oui, bon, c'est un vieux débat, hein. Effectivement, il y a toute une série d'accords de coopération militaire. On connaît l'Organisation de sécurité et de coopération de Shanghai, où il est justement question de ces échanges de technologies, de manœuvres communes. Et je dirais que la Chine fait beau joueur. Elle n'a pas vraiment besoin de l'expérience de la Russie en matière d'opérations aéronavales. Avoir un mentor comme la Russie aujourd'hui, c'est à se poser la question si véritablement c'est utile. Est-ce qu'il y a par contre, la Russie dispose encore l'expérience de la guerre, parce que de la guerre moderne, ça, pour le coup, Vladimir Poutine l'a. Voilà, sauf que la guerre hypothétique, la guerre virtuelle qu'il s'agit de mener peut-être, qui sait, à Taïwan, sera très vraisemblablement une opération militaire extrêmement différente de ce à quoi on assiste aujourd'hui en Ukraine. Ce seront peut-être des drones, mais il y a peut-être toute une série d'autres technologies qui seront ici déterminantes. On le voit, c'est très difficile de répercuter ces enseignements de l'Ukraine vers d'autres situations. Donc pour terminer, il y a un certain nombre de technologies clés que la Russie peut encore offrir à la Chine. Mais pour le reste, la Chine dispose déjà d'un certain nombre de technologies très très importantes. Julienne Colling, vous avez déjà constaté ce partenariat entre Chine et Russie. Ça se passe comment? C'est dans l'armement? Quel est votre constat? D'abord, dans l'armement, effectivement, il y a pas mal d'informations de presse qui sont sorties sur le fait que, de manière officieuse et bien sûr non officielle, un peu cachée, la Chine aide déjà de facto la Russie, puisque des pièces détachées, notamment chinoises, servent à l'armée russe sur le front. C'est sorti dans la presse américaine notamment. Et alors, il y a aussi un élément important, c'est que la Chine est vue par Vladimir Poutine depuis assez longtemps comme un partenaire extrêmement solide et sur lequel on peut faire confiance, comme vous disiez. Et je pense que Poutine a été également mis en confiance et s'est senti confiant dans son invasion de l'Ukraine par le fait qu'il allait avoir le soutien de la Chine, en fait. Et ça l'a sans doute renforcé dans sa décision. Et on voit que 3 ans plus tard, après l'invasion, la Chine est toujours là, toujours un partenaire très solide pour la Russie, soutient la Russie et l'aide également économiquement. C'est une béquille en fait très très importante, la Chine en Russie. Notamment. Le pétrole, le gaz, les voitures chinoises inondent désormais le marché russe. Il n'y a plus que ça dans les rues de Moscou. Les restaurants chinois également SM dans Moscou. La Chine est devenue un pays à la mode en Russie également. Il y a vraiment une tendance chinoise. Et dernier élément important, c'est que la Russie tourne le dos à l'Occident et tous les enfants de l'élite russe, par exemple, des familles aisées ou de l'élite politique, envoient leurs enfants étudier non plus en Europe ou aux États-Unis, mais en Chine, à Shanghai, à Pékin. Et c'est assez révélateur aussi. Emmanuel Véron, justement sur ce point-là, ce partenariat qui se multiplie, on va quand même rappeler un chiffre, 14 exercices conjoints militaires en 2024, c'est un signal fort entre les deux pays? Oui, c'est en fait un signal assez clair, assez limpide de la densification de la relation, de l'intensification de la relation à tous les niveaux. Vous vous rappelez, sur les sujets économiques, même sociétaux, etc., c'est fondamental. Il y a véritablement des échanges humains, des échanges économiques qui sont très densifiés avant 2022, mais encore plus après 2022, si je puis dire. Quelques chiffres rapidement pour le commerce. En 2021, le commerce bilatéral sino-russe est autour de 145 milliards de dollars. Il est aujourd'hui en 2024, on attend de voir 2025, à 250 milliards de dollars. En quelques mois, quelques années, 2 ans et demi, on a pris 100 milliards de dollars de commerce bilatéral, ce qui est inouï et inédit dans la relation sino-russe. Sur le sujet militaire, c'est à peu près pareil. On a une montée en puissance des dispositifs militaires, quelques exemples, des bombardiers stratégiques donc qui sont supposés embarquer une bombe nucléaire, la composante aéroportée de la composante nucléaire, s'entraînant ensemble, appareils russes, appareils chinois,
dans la Sibérie, dans le Pacifique Nord, y compris des plateformes navales, des navires, où on a des exercices avec l'Iran, etc. Donc il y a cette densification, y compris au point de vue militaire, sur des exercices conjoints. Je regarde comment on fait, mais en fait, c'est pas tant que le sujet de l'échange des technologies, des savoir-faire, des doctrines, des pratiques, etc., que de regarder, de repousser les limites dans la rivalité avec les États-Unis. Si je reprends mes manœuvres navales dans le Pacifique Nord, c'est je vais aller au plus près des côtes américaines, Alaska et un peu plus au sud après avec Canada et États-Unis, pour tester les limites, pour envoyer un message politique à travers cette coalition, ou en tout cas ces exercices conjoints sino-russes. Alors on est testé les limites, d'accord, mais de là à attaquer Taïwan, Alexandre Travers, est-ce que vous y croyez? Parce que là, donc je reviens sur ce rapport, ce sont des hackers qui ont dévoilé ces documents, ils parlent de 2027, 2028, c'est demain, c'est possible? Alors, qu'il existe des plans, personne ne le conteste. Non seulement il existe des plans, mais on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'exercices et de manœuvres. Ces exercices, ces manœuvres ont lieu tout à fait régulièrement, de manière annuelle, même d'ailleurs extrêmement menaçante ces dernières années, puisqu'il y a eu des manœuvres qui ont littéralement encerclé l'île de Formose, donc Taïwan. Donc il y a matière à préoccupation. D'un autre côté, les spécialistes ne s'accordent pas sur la probabilité de cette opération militaire pour une raison politique, c'est que de devoir envahir une île qui devrait normalement faire partie de la Chine, ce qui est en fait le narratif du gouvernement de Pékin, c'est quand même quelque chose d'assez problématique. Ça se prépare sur le plan de la communication et de l'information. Et puis deuxièmement, il y a une nouvelle, je pense très très importante depuis 2022 qui change radicalement la donne. Et cette modification très importante, c'est que Washington a recommencé. Il y a eu une interruption depuis 1990. Où Washington essayait d'apaiser en fait Pékin. Il y a eu cette parenthèse où Washington ne souhaitait pas livrer des armes à Taïwan. Eh bien, depuis 2022, on voit un accroissement tout à fait considérable des capacités militaires. Ce sont des ventes d'armes, des ventes de missiles, des ventes de drones, mais également de l'entraînement, puisqu'il y a des formateurs des forces américaines qui sont présentes à Taïwan. Et donc ça, c'est quelque chose qui change radicalement la donne. Oui, effectivement, Emmanuel Véron, je vous vois acquiescer les États-Unis qui rentrent dans le jeu. Ça permet, entre guillemets, de temporiser. Chacun se regarde et voilà. Oui, parce qu'en fait, derrière les textes qui ont été dévoilés, etc., par le think tank britannique, en fait, c'est rien d'autre que la rivalité sino-américaine. Bien sûr qu'il y a la situation de Taïwan, République de Chine, etc. Mais derrière, en fait, Taïwan est le centre de gravité par moment, et c'est le cas actuellement, de la rivalité sino-américaine pour les raisons des semi-conducteurs, pour la raison de l'affrontement militaire, l'usage de la force, qui mettrait à mal en fait la planète entière pour des questions d'approvisionnement en semi-conducteurs et puis qui paralyserait une bonne partie du trafic maritime international, etc. Donc il y aurait des conséquences énorme, immense, gigantesque, etc. Donc derrière cela, c'est bien le face-à-face sino-américain. D'où effectivement ces garanties de sécurité américaines, en fait, depuis 79, et qui sont un peu une sorte de balancier, une sorte de jauge, de curseur en fonction de la dégradation et de l'intensité des revendications chinoises et de l'agressivité chinoise. Là, le jeu est clairement celui d'un renforcement d'un lien sino-russe et plus largement iranien, nord-coréen. Ce qui vient donner une tension supplémentaire dans le détroit de Taïwan et la plausibilité, la possibilité d'une escalade. Et en cela, c'est un dossier quotidien à l'administration américaine, mais aussi pour l'Asie orientale. Parce que la Chine, elle est restée quand même toujours assez prudente sur la question ukrainienne et même sur l'envoi de troupes, effectivement, Julien. Mais je voulais préciser un mot important au niveau purement géopolitique, parce qu'effectivement, c'est une question d'alliance, en fait. C'est-à-dire que la Russie et la Chine ne sont pas d'accord sur tout. Il y a également un peu des couacs ou des soucis un peu en interne. Par exemple, sur le plan du pétrole et du gaz, on sait que les nouveaux gazéoducs et oléoducs, par exemple, Force de Sibérie, ne sont pas encore totalement validés par les Chinois. Ils hésitent un petit peu à lancer tout ça. Pourquoi ? Pour des raisons, je pense, aussi économiques. Et c'est des chantiers absolument monstrueux. Et je pense que aussi la question ukrainienne, c'est-à-dire que la Chine ne veut pas non plus se voir comme un allié total de la Russie, qui la soutient surtout à 100%. Mais comme l'a dit notre invité, c'est vrai qu'en fait, l'important pour Russie et Chine, c'est de créer un nouveau front commun, en fait, contre l'Occident. C'est vraiment une question d'alliance et de nouveau monde, on va dire, multipolaire,
comme ils le vendent tous les deux, où le Sud global prend de l'ampleur face à l'ancien modèle, on va dire, dominé par, comme ils le voient, dominé par les États-Unis. Et c'est plus important pour eux, ça, que les petites... on va dire mécontentement ou petits désaccords qu'il pourrait y avoir sur d'autres sujets en fait. Merci Julien Colling, merci à vous Emmanuel Véron d'avoir accepté notre invitation et depuis Londres, merci à vous colonel Vautravers.